d'adopter et d'aborder surtout d'autres types de questionnements. Alors les autres types de questionnements, ça va être la crise d'identité, ça va être l'identité et l'identification, ça va être est-ce que je suis prêt à accepter aussi de prendre dans ma vie quelque chose qui n'est pas moi ou qui n'est pas moi. Donc en fait, il y a plusieurs enjeux et il y a aussi quelque chose qui touche à l'intime dans tous les questionnements que nous allons aborder aujourd'hui. Ce livre, en fait, c'est d'abord une rencontre avec Emmanuel de Solers-Sinzi, qui est ici présent, autour d'une émission radio que nous devions faire pour le 800e anniversaire de la faculté de médecine de Montpellier. Donc c'est à cette occasion que Emmanuel m'a parlé de ce livre qui venait de sortir. Et ce livre, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai trouvé que cette écriture était une écriture qui d'emblée était saisissante, était très maîtrisée, qui vraiment vous prenait dès les premières lignes en fait. Et autant de mon point de vue, je m'étais intéressée à la jeunesse et j'avais essayé de la restituer dans pas mal de livres d'ailleurs que j'ai écrits, mais un en particulier qui s'appelait Les Guetteurs d'Infini. Autant là, ce n'était pas la jeunesse, c'était à proprement parler rentrer dans la tête d'un très jeune homme. Et il y a parfaitement réussi. Et pourtant, ce jeune homme qui s'appelle Valère est un personnage et Dieu sait s'il faut beaucoup de personnes pour faire un personnage. Hein. Donc ce n'est pas un écrit autobiographique. Valère, le personnage d'Emmanuel, n'est pas Emmanuel, mais par contre a demandé sans doute beaucoup d'ajustements pour Emmanuel, parce que c'est un peu comme quand on essaie de faire en sorte que son instrument de musique soit le mieux accordé possible. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder donc un certain nombre de questionnements à partir de ce livre qui s'appelle Ma putain de quête et qui est donc un roman. J'ai noté un certain nombre de questions que je vais poser à Emmanuel, mais peut-être qu'Emmanuel souhaiterait en quelques phrases se présenter. Ok. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à Martine pour l'invitation aussi. Donc, je suis Emmanuel de Solers-Sinzi, journaliste, radio, presse écrite, originaire d'Alsace, mais depuis une quinzaine d'années à Montpellier. Mon continent, on va dire, d'adoption, c'est l'Afrique. Depuis une quinzaine d'années, j'ai la chance d'y intervenir comme formateur en journalisme, après y avoir été journaliste au Cameroun et au Burkina Faso. Et donc ce n'est sans doute pas un hasard si dans ce livre, le personnage imaginaire, certes, mais va évoluer grâce à l'Afrique. C'est vrai, c'est un personnage imaginaire, mais c'est tout de même un mélange de caractères. Il y a un peu de moi et il y a un peu aussi de mes deux frères adoptifs. Moi, je suis né après que mes parents aient adopté mes deux frères aînés. Donc, je n'étais plus vraiment prévu au programme. Et voilà, je crois que j'ai eu besoin de raconter cette histoire-là et de me mettre un peu dans la peau de mes frères adoptifs. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et peut-être qu'on peut lancer la petite vidéo de présentation, si ça vous va. Voilà, c'était prévu. Voilà. Un jour, peut-être, demain, mendiant
nom de vérité enfin courageux, j'oserai aller au bout de ma putain de quête d'identité. Je te chercherai, je te trouverai. Je revivrai, je serai un autre, ou plutôt, je serai enfin moi. Avec tes mots d'amour doré, oui, j'en suis persuadé, je renaîtrai. En attendant, j'en ai assez de te parler dans ma tête. Trop de choses dans le cœur aussi. Alors autant que ma main droite ait aussi un peu de boulot. Je t'écris donc pour la première fois une lettre perso. Dans un cahier de maths, resté vierge jusque-là, propulsé ce soir, journal intime. Bravo mon salaud, sacré promo. Valère, c'est le personnage central de mon premier roman, Ma putain de quête, publié chez Fauve Édition. Valère, c'est aussi un mélange d'itinéraire et de caractère de mes deux frères adoptifs et de moi. Voilà, Valère, il est en quête d'identité, il parle à sa mère de naissance, il apprend à témoin chacun de ses dérapages dans son journal intime, et les dérapages ne manquent pas, il est à deux doigts de sombrer dans la délinquance, mais ça reste un personnage imaginaire. En gros, pour Valère comme pour moi, tout a commencé ici, à Choucroute Village, Krautergersheim officiellement, dans un champ de choux un peu comme celui-là. Nous avons partagé ce premier repas de la journée avec une vingtaine de personnes. Famille, amis, voisins. Rapidement, j'ai renoncé à savoir qui était qui faisait quoi, et pourquoi tous ces gens étaient là. Savoir de quelle famille était un tel, quel était son nom, s'il était le fils naturel ou adoptif de machin, s'il venait du village de Bidule ou d'un pays lointain. Ce n'était pas compliqué. Ici, tout le monde s'en fichait. Au début, j'ai cherché à comprendre comment il vivait sur cette planète. J'étais E.T. quand il débarque sur Terre et ne comprend rien à ce qu'il voit. Sauf qu'au lieu de répéter « maison » comme un couillon, je me suis forcé, pour une fois, à poser des questions. Au départ, c'est un hasard, Valère part en Afrique, il choisit une destination. Ce qui est certain, c'est qu'il part parce qu'il en a assez de sa famille adoptive. Ses parents viennent d'avoir enfin un enfant biologique. Il décide de partir et il va se retrouver en Afrique. Ça va être un continent sur lequel il va découvrir beaucoup de choses sur lui-même et sur les autres. Un voyage initiatique. Chère Nathalie, je ne peux plus intituler cette lettre « Mère sans visage », car enfin, tu en as un. Oui, je t'ai vu. Nous venons de nous dire au revoir au temps perdu. Un petit bar strasbourgeois, un peu ringard, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs, 100% made in Alsace. En tout cas, cette lettre, dans mon journal intime, est la dernière que je t'écris. Plus besoin de parler à un fantôme. Tu es bien réel. Non, ne comptez pas sur moi pour vous raconter la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Valère va rencontrer sa mère d'origine, sa mère de naissance, ici, à Strasbourg. Il ressentira ensuite le besoin de retourner voir ses parents adoptifs à Choucroute Village. Et puis, sa putain de quête va se prolonger en Afrique, puisqu'il retournera là-bas. L'Afrique, c'est un continent auprès duquel on n'arrête pas d'apprendre. À titre personnel, je suis journaliste spécialisé sur ce continent depuis une vingtaine d'années. Donc, à chacun sa quête, comme dirait le grand Jacques Brel. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. À bientôt. Bon, nous quittons la voix puissante de Brel pour revenir ici à Montpellier. Donc, je voulais demander à Emmanuel, qu'est-ce qui te fait courir dans les champs de choux? Qu'est-ce qui me fait courir dans les champs de choux? C'est en fait les origines qui sont là, hein. C'est l'Alsace. Le petit village que vous avez vu dans le roman, c'est vrai qu'on l'a appelé Choucroute Village, mais là aussi il y a une part de réalité puisque ça s'appelle Krautergersheim. Donc vous avez peut-être vu le panneau capitale de la choucroute. Le village revendique 70% de la production alsacienne de choucroute. Et donc voilà, c'est peut-être que depuis qu'on est petit, on est habitué à humer cette terre-là et à goûter aux joies de la choucroute. Mais voilà,
j'avais quand même besoin d'un cadre familier pour ce roman et que ce ne soit pas complètement déconnecté de la réalité. Bon, alors, cette vidéo, moi je l'ai faite tourner sur les réseaux sociaux, peut-être certains l'ont vue dans cette salle. En cas, on l'a remise quand même en préambule, je dirais. Ensuite, je l'ai mise aussi dans les mailings que j'ai envoyés. Donc là aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre sur le livre d'or avant de partir votre adresse mail. Comme ça, vous serez informé au fur et à mesure de tout ce que je pourrais dire ou faire. Et c'est des fois plus facile d'accéder comme ça à l'information en direct. Voilà. Alors, donc ça, les champs de choux, moi, j'ai découvert les champs de choux dans ta vidéo, parce que moi, je suis une méridionale, j'avais jamais vu autant de choux rassemblés sur une surface. C'est très impressionnant, tous ces choux, d'autant que moi, j'avais été élevée dans l'idée des cigognes d'Alsace qui portaient les bébés. Bon, donc là, c'est vraiment un endroit où il y a toute une force symbolique autour de la naissance. Et alors justement, ce choix de la chanson, c'est-à-dire de ce choix de suivre l'étoile, ça renvoie à un goût particulier pour Jacques Brel, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a accompagné dans la rédaction de ce livre ? Disons qu'il y a, à la fois pour la vidéo, c'est vrai qu'on entend la quête de Jacques Brel, mais dans le livre, on a différents extraits de cette quête. Oui, je pense qu'il y a des moments où on peut s'identifier un peu à ce morceau-là, puisque ça passe par des blessures, des déchirures, comme dit Jacques Brel. Il y a des moments d'assez grande violence. Et en même temps, il y a ce but ultime de se dire, malgré toutes les difficultés de l'instant présent, il y a peut-être quelque chose de mieux qui m'attend. Et c'est ça la quête, c'est le chemin vers quelque chose qui peut n'être que meilleur que ce qu'on vit actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages qui sont douloureux dans le livre, parce que là aussi, c'est pas complètement inventé. Il y a eu des passages assez douloureux en famille avec un de mes 2 frères adoptifs. Alors, dans ton cas, l'écriture arrive avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ou est-ce que tu as vraiment l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un déclic pour que justement, toi, tu te mettes à écrire personnellement et d'une façon engagée ? Je veux dire, est-ce que c'est un acquis par la scolarité, un peu comme tout le monde, ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de position très, très personnelle qui surgit à un moment donné dans ta vie et qui te fait écrire ? J'ai envie de dire un peu des deux. C'est-à-dire que, à titre personnel, au niveau scolaire, l'écrit m'a, entre guillemets, un peu sauvé, puisque je n'étais pas du tout dans les matières scientifiques. Et puis, grâce à des profs de français, j'ai développé ce goût-là. Alors certes, c'était pas à l'époque l'orthographe, la grammaire, c'était pas trop ça, mais il y a eu des profs de français qui ont senti qu'il y avait un goût pour la rédaction, pour l'imaginaire. Et puis, voilà, ça m'a permis de trouver un peu mes marques, et puis après de développer ce goût-là pour l'écrit et pour le journalisme. À titre personnel, j'aime beaucoup la presse écrite, j'aime aussi la radio, parce que on peut penser que la radio c'est que la voix, mais il y a beaucoup d'écriture. J'aime dire dans mes formations aux journalistes que souvent, même le bonjour, il faut l'écrire, sinon avec le stress on l'oublie. Donc tout s'écrit en radio, mais on essaye de faire en sorte que ça soit aussi naturel que possible, ce ne soit pas lu. Et donc c'est ça qui est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de pression et de stress. Mais oui, mais par contre, l'écriture d'un roman, c'est encore autre chose que l'écriture d'un article. Là, comme ça renvoie à quelque chose de personnel, j'ai retrouvé un premier manuscrit qui datait de l'an 2000. Donc presque, à l'époque, ça a pris 20 ans pour arriver à ce roman. Un premier manuscrit qui n'avait pas grand-chose à voir avec le roman qui a été publié, mais l'idée était déjà là. Les premières lignes étaient déjà là. Ça racontait déjà la quête d'un adolescent. Il se passait autre chose, mais voilà, l'idée était déjà là, mais ça a pris plus de 20 ans pour que le projet aboutisse.
Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le moment où tu as la vocation journalistique, c'est-à-dire où tu sais que vraiment ce rapport à l'écrit, tu vas en faire un métier, où ça va servir l'actualité, et le moment où tu sens que cette écriture, il faut aussi que tu te l'appropries personnellement, quitte à y passer un certain nombre de temps de loisirs. Parce que pendant qu'on écrit, ben, il y a aussi des choses qui se passent dans la vie et on les met entre parenthèses volontairement. Oui, alors j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être d'abord l'écriture journalistique par curiosité en fait, le goût de rencontrer des personnes très différentes et puis de milieux très différents. Et puis bah, après, l'écriture pour un roman est venu presque comme un besoin pour essayer de sortir des choses qui ont été difficiles pendant l'enfance et l'adolescence. Et donc là, ça a été une démarche beaucoup plus introspective, beaucoup plus personnelle, presque l'inverse d'une démarche journalistique où on va vers les autres parce que ce sont ces personnes-là qui ont les informations. Là, il fallait puiser à l'intérieur de soi et c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Alors en même temps, dans ce livre, on a l'impression que vraiment tu parles cash. Alors ça, c'est venu spontanément ou il a fallu le travailler justement? C'est ce qui est venu comme ça. Alors c'est vrai que déjà le titre, Ma putain de quête, c'est un peu à l'image de la façon de parler d'un adolescent. Hein. C'est pas, il y a une certaine violence qu'on retrouve dans sa façon de parler, mais aussi dans sa façon d'être. Et c'était la façon d'écrire qui m'est venue par rapport à ce personnage-là. Alors j'ai eu cette appréhension de me dire est-ce que c'est vraiment ça? Et puis heureusement, bah, la réaction d'un de mes deux frères adoptifs, c'était de dire ah, bah, quand j'ai lu, j'ai senti que c'était vraiment toi. Donc j'avais peur comme c'est un mélange de nous trois, que ce soit ça sonne faux et puis que lui il me dise non, non, là je t'ai reconnu. Je me suis dit que j'avais pas trop triché, quoi. Alors justement, tu vas mettre en scène un enfant qui a été adopté, alors que toi, en fait, tu n'es pas un enfant qui a été adopté, tu es un enfant qui a dû se faire adopter peut-être par les deux frères qui l'avaient précédé, les deux aînés, mais tu arrives d'une façon tout à fait normale, je dirais, dans un couple qui, par contre, avait fini par cesser de t'attendre, peut-être, parce que c'est ce que j'appelle les silences de la nature. Cet enfant qui aurait dû paraître beaucoup plus tôt, en fait, il se fait beaucoup attendre. Alors, ton histoire, est-ce que tu peux la raconter assez rapidement? Oui, alors, donc mes parents se sont mariés en 1968 et moi je suis né en 1977. Donc il y a eu pas mal d'attentes finalement et ils ont eu beaucoup de démarches. Ils se sont tournés vers l'adoption, mais même le parcours pour adopter, ça a été un parcours du combattant, puisqu'ils devaient prouver une stérilité qui est quand même bien compliquée à prouver. Ça, ils le sauront plus tard que c'était pas un fait. Et donc, ça a été très compliqué pour eux. Mais finalement, oui, je suis venu après. Et la particularité, effectivement, c'est que je suis minoritaire. Donc, finalement, il y a eu des moments dans l'enfance où je n'avais pas cette complicité-là que pouvaient avoir mes frères adoptifs entre eux, même s'ils ne sont pas issus des mêmes parents. Ils partageaient des choses auxquelles je n'avais pas accès. Donc c'est vrai qu'on se met toujours à la place un peu de ceux qui se posent des questions, mais moi aussi finalement je me suis posé des questions même si je n'étais pas adopté. Donc en fait toi tu étais censé être le plus légitime et en fait tu as passé ton temps à essayer de capter cette légitimité dans les mémoires des uns et des autres et à essayer peut-être de faire ta place, non ? Oui, ce qui est difficile, c'est par rapport à l'entourage parfois, puisque vous avez la famille un peu éloignée, mais aussi le voisinage, où on a toutes sortes de réflexions. Enfin, heureusement, les regards, les réflexions ont un peu évolué, mais
Quand on était enfant, c'était quand même, ce sont pas tes vrais frères, quand les gens savaient que mes frères étaient adoptés. Ou alors des gens qui disaient aux parents, mais vous faites des différences entre ceux qui sont adoptés et Emmanuel, etc. Donc finalement, le sentiment d'être toujours un peu regardé de travers, d'être jugé, bon, pour moi, mais je pense que ça a été surtout quelque chose de plus difficile à vivre pour les parents. Oui. Bon, alors, ça a résonné ça en moi, parce qu'à la lecture du livre, justement, je me suis aperçue qu'en fait, il prenait la place d'un enfant qui cherchait ses parents adoptifs, alors que lui avait des parents qu'il arrivait tout à fait à identifier, mais avec ce statut de l'enfant arrivé après s'être fait attendre bien longtemps. Et ça m'a amusée parce que j'étais exactement dans la même situation. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils m'ont attendu 7 ans avant que j'apparaisse. Et quand je suis enfin apparue, il a fallu attendre 9 mois et 3 semaines. C'est-à-dire c'était vraiment une attente jusqu'au bout, quoi. Et à l'époque, dans la mesure où l'enfant était toujours vivant, on auscultait la maman et on le laissait faire, c'est-à-dire il viendrait quand il devrait venir. Ce qui fait que j'ai eu le temps de perfectionner un certain nombre de connexions et de finitions avant enfin de voir le jour, quoi. C'est le cas de le dire. Et c'est pour dire que pour les parents, c'est quand même assez difficile, comme tu dis, de se dire si oui ou non il y a stérilité. Parce que en fait, l'arrivée de l'enfant peut être finalement assez tardive. En fait, c'est une question de patience et même de mise à l'épreuve de cette patience. Donc, des parents avec des cigognes qui se font attendre, et puis aussi peut-être pas la PMA, parce que ça aussi, ça a été quelque chose qui a été mis en place ces dernières années, mais pendant longtemps, ce n'était pas possible. Donc, il y a aussi des fois des causes surnaturelles qui sont invoquées, hein, parce qu'on dit que les conjonctions astrales sont plus ou moins alignées, donc voilà. Donc, c'est le cas d'Alexandre le Grand, par exemple, dont on dit qu'il a mis longtemps à arriver parce que les conjonctions astrales n'étaient pas... bon. Mais après, par contre, on connaissait tout son destin. Donc, voilà. Donc, aussi des facteurs socioculturels qui ont entretenu pendant longtemps aussi peut-être la stérilité avec des épidémies de variole, des épidémies de syphilis, qui ont fait qu'on ne savait pas soigner les gens, ou qu'on les soignait, mais que ça avait des conséquences. Et dans les années 90, on s'est retrouvé avec le même souci, avec l'épidémie du sida, qui a été une épidémie qui a eu un impact évidemment sur la natalité et aussi sur des fois des enfants qui ont été... qui étaient malades à la naissance et qui sont morts prématurément, d'autres enfants qui se sont retrouvés orphelins à cause de cette épidémie du sida et qui ont donc été adoptés avec plus ou moins d'ailleurs de difficultés, parce que y avait une espèce d'opprobre sur cette maladie. Et donc les enfants qui étaient adoptés à la suite parce qu'ils étaient orphelins se retrouvaient entachés un peu. Et déjà pendant longtemps, l'idée d'être un enfant à adopter, c'était l'enfant du péché, quoi. Donc là, c'était un peu aussi la même chose qui revenait. Et ça a été longtemps un problème, ça, d'arriver à soigner, mais en acceptant de ne pas guérir, et donc aussi en acceptant de ne pas être dans la capacité d'avoir un enfant qui ne soit pas infesté. Voilà. S'est posé aussi pendant longtemps la question des mariages arrangés, où les gens ne se choisissaient pas. Mais
où on exigeait un statut pour les jeunes filles, c'est-à-dire le fait qu'elles arrivent vierges, pures, au mariage, etc. Ce qui faisait que beaucoup de fiancés garçons n'avaient pour autre solution que d'aller dans les maisons closes, où là par contre la relation à la femme était une relation vénale, et c'était souvent dans ces lieux-là qu'ils se retrouvaient avec, hélas, la variole ou la syphilis, et qu'ensuite, ces hommes se retrouvaient aussi dans l'incapacité de donner le jour à des enfants, parce qu'on les soignait, mais ils n'avaient pas après la possibilité d'être pères. Donc, dans des familles très bien, on s'est retrouvés avec des couples sans enfants. Hein, voilà. Après, il y a eu tout le problème des enfants orphelins. Orphelins souvent à la suite de guerres, de famines, et qu'il faut distinguer des fois des enfants trouvés ou des enfants des rues. Alors, les enfants trouvés, chez nous en France, ça renvoie au XVIIe siècle, à Saint Vincent de Paul, qui est aussi le patron de l'Europe, et qui va mettre en place une congrégation sous l'égide de Louise de Marillac et des filles de la Charité pour les enfants à élever et à éduquer. Et ces enfants, justement, qu'on trouvait et qu'on prenait en charge, on leur donnait comme patronyme, puisqu'ils n'en avaient pas, celui du saint du jour où ils avaient été recueillis. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui portent un nom de famille qui est en fait un prénom qui correspond au saint du jour où on a recueilli un de leurs aïeux et qui a été donc pris en charge par Saint Vincent de Paul et ensuite les congrégations qui se sont rattachées à son nom. Et j'avais dans mon proche entourage ma nounou par exemple qui s'appelait Noël Paul, donc qui avait eu dans sa famille un enfant qui avait été recueilli et auquel on avait donné comme patronyme donc un prénom du saint du jour. Et on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Et elle avait épousé un monsieur qui s'appelait monsieur Herbert, c'est-à-dire un monsieur qui probablement lui aussi, parmi ses ancêtres, avait quelqu'un aussi qui avait été recueilli. Voilà. Donc, c'est toujours un constat assez déstabilisant pour la personne et son entourage de chercher justement et de trouver cette question de l'identité. Alors, j'avais relevé dans ton livre la maman qui dit à un moment donné « Ça suffit maintenant, j'ai les oreilles qui bourdonnent avec ton couplet de l'enfant martyr. Pourquoi répètes-tu partout que tu n'as pas de parents ? Nous te l'avons toujours dit, si tu veux, nous t'aiderons à retrouver tes parents biologiques. Et quelle que soit la vérité que tu découvriras sur ton chemin, nous serons là pour toi. » Ouais, c'est ça, trop sympa. En fait, vous me reprochez quoi ? De ne pas avoir de parents ou de le dire tout haut ? Et là, il y a un autre passage où la maman dit... Enfin, où d'abord, c'est le garçon qui en rajoute en disant « Tu as déjà fait quoi pour moi ? Tu crois vraiment que je suis ce gamin gâté que tu as commandé au Père Noël ? Arrête ton trip. » Il se serait gouré dans les emballages que tu aurais pareil sauté de joie. Et moi, tu ne t'es jamais demandé si je n'aurais pas été plus heureux au pied d'un autre sapin ? Toi, tu m'as choisi, moi non. Puis un temps de silence pour ménager mon petit effet. Je me suis alors tournée vers la mère. Il fallait d'abord que je la fragilise, que je fragilise le mec qui lui sert de tuteur, avant de l'attaquer perso au sécateur. Un conseil, la mère, arrête la cigarette, regarde-toi, ça ne te réussit pas. Et puis, inutile de t'épuiser pour un gosse que tu n'as jamais ressenti au fond de toi. Une autre m'a désiré, m'a donné ses humeurs, son nez, ses cheveux, c'est à elle que je ressemble. J'ai vécu en elle, pas avec elle, ça et tout le reste,
tu ne l'auras jamais. Et ça, c'est une espèce de procès absolument affreux, injuste, cruel, de l'ado qui en fait cherche qui vont être, enfin, qui sont ses parents biologiques, mais qui est d'une intensité dans la façon injuste dont il traite ses parents adoptifs, qui est assez, qui est assez symptomatique. Oui, et là, c'est vrai que le couplet de l'enfant martyr, c'est quelque chose que j'ai pas complètement inventé, on a pas mal entendu chez nous. C'est-à-dire qu'un de mes 2 frères adoptifs était un peu spécialisé là-dedans. Et donc, dans les éclats de voix, c'est vrai que quand il n'y avait plus d'arguments, c'était celui-là qui venait. Ça permettait d'excuser toutes sortes de dérapages, toutes sortes de conneries. C'était, de toute façon, voilà, c'est de votre faute, moi je vous ai rien demandé. Et donc ça autorisait un peu tout. Alors la seule indication de traçabilité pendant longtemps, donc, ça a été par rapport à cette quête d'identité qui se pose pour les enfants nés sous X, et tous les ados aussi, c'est la question du « qui suis-je » et qu'on peut se poser d'ailleurs à tous les âges de la vie, quels que soient ses parents. Donc, la question expérimentale et existentielle qui fait mal, c'est la mise à peut entraîner ensuite une mise à l'épreuve qui se retourne contre l'individu lui-même, avec des cas de scarification par exemple, des cas aussi où les enfants vont aller toujours plus loin dans la jouissance expérimentale, donc l'usage de drogue plus ou moins dur aussi. Ça peut être le défi ou la provocation. Donc ça, vous me direz, c'est propre à tous les adolescents, mais là, dans ce cas particulier, peut-être on en rajoute encore plus, le relief est volontaire. Et justement, j'avais relevé un des passages que Emmanuel met en exergue, page 77. Pas si grave après tout, j'ai d'autres projets. La veille, à force de la faire chauffer, j'ai failli me cramer les doigts avec la carte bleue des vieux. Il n'y a pas à dire, Internet c'est magique. 3 clics et me voilà avec un billet en poche pour le Cameroun. En plus, ce coup-ci, je n'ai même pas eu besoin d'imiter la signature du père ou de la mère, comme sur les chèques, à la supérette du village. Ce jour-là, ils ont eu tellement la honte qu'ils n'y sont plus jamais retournés faire leurs courses. Quel pied! Donc, on a l'impression qu'il expérimente vraiment toutes les choses qui vont pouvoir mettre à bout finalement les gens qui l'ont éduqué, pour les torturer en fait. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il est en train d'espérer, enfin, à part de leur faire du mal bien sûr et puis de les pousser à bout, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il veut aller faire de plus quoi, au Cameroun ou ailleurs d'ailleurs. Oui, Valère le dit, hein, c'est un peu par hasard qu'il se retrouve là-bas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il partait pour fuir ses parents adoptifs et qui venaient d'avoir enfin un enfant biologique, et donc lui il ne supporte pas ça et il décide de partir. Après, l'Afrique, il va s'y retrouver par hasard, mais c'est peut-être pas tant que ça un hasard, puisque ça va le faire vraiment réfléchir. Il va même en quelque sorte être adopté par ce continent-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de voyage initiatique, c'est que dans son cheminement, ça va jouer un grand rôle. Oui. En même temps, c'est plus l'aventure, dans son cas. D'une certaine façon, le parcours d'épreuves qu'il s'était imposé à lui-même et que personne ne lui demandait, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il vivait particulièrement mal dans sa famille, il n'avait peut-être pas besoin de faire des chèques supplémentaires avec une fausse signature, il n'avait pas besoin d'être à ce point délinquant.
Donc on a l'impression qu'il fait du mal aux autres, mais qu'il s'en fait aussi à lui, enfin, qu'il n'est pas vraiment juste par rapport à lui-même. Et l'arrivée en Afrique va le révéler, parce que ça va l'amener à être en face de réalité finalement, où là il peut plus tricher, quoi. Les autres l'entourent tellement qu'il est presque surveillé en même temps qu'il est pris en charge. Ouais. C'est ça, il va être en fait confronté déjà peut-être aux propres préjugés qu'il avait sur lui-même, et puis aux préjugés qu'il avait sur l'Afrique, et tout ça va le faire pas mal réfléchir, et comme tu disais, il peut plus tricher, quoi. Il est face à lui-même, puisque il est très entouré, et tout le monde lui pose plein de questions, et donc il peut pas tricher, en fait. Je crois que c'est un continent où c'est compliqué de tricher avec soi-même. Non, j'avais beau faire des efforts, aucun souvenir ne surgissait. Des questions, par contre, j'en avais des tonnes. Toujours les mêmes depuis presque 20 ans, ce jour où tu avais décidé pour moi. Pourquoi m'avoir porté 9 mois et donné la vie pour ensuite m'abandonner le jour J? Étais-je le fruit pourri avant même d'être mûr d'une relation merdique? Avais-tu pensé à me faire passer à la casserole, à te faire avorter? Je te faisais donc si honte que cela pour que tu ne me gardes pas? Toi et moi, on aurait pu bouffer le monde entier. J'avais beau tourner et retourner tout ça dans ma tête, je ne comprenais toujours pas. Surtout pas aujourd'hui. Je ne connais pas de plus grande joie que d'avoir un enfant, et si en fait tu n'avais jamais voulu être maman. Penses-tu encore de temps en temps à ma naissance? Que s'était-il passé ce jour-là? Avais-tu hésité? Et depuis, avais-tu regretté? Si tu savais la nuit dans laquelle tu m'as plongée en me faisant découvrir la lumière de ce monde, pas une journée sans que je pense à toi, que je te parle dans ma tête. Et là, on a l'impression qu'on est non plus dans une quête d'identité, mais dans une quête vraiment du suspect. Et que ce Valère, tant qu'il ne va pas trouver sa mère, en fait, il va se poser tout un tas de questions sur la maternité, au point d'ailleurs peut-être de forcer aussi ce rapport à la maternité, en lui-même vivant des expériences qui vont le précipiter peut-être vers une paternité, ou en tout cas l'expérience d'une maternité précoce. Donc on a l'impression qu'on tourne un peu à vide, qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Et je voulais te demander justement, tes frères ou toi, comment vous aviez à un moment donné résolu ce problème donc d'accès à autre chose qu'à la sexualité, mais aussi à la capacité de fonder une famille. Là, il n'y a pas de réponse générale, j'ai envie de dire. Chacun a essayé de trouver la sienne, mais ça pose déjà, avant de penser à fonder sa propre famille, je crois que ça pose la question de cette quête, de ses propres origines. Et donc là, c'est vrai que chaque enfant adopté a un itinéraire différent et une réponse différente. Certains estiment qu'ils n'ont pas envie d'apprendre des choses qui peuvent être douloureuses, et donc ils ne font jamais cette démarche-là. D'autres vont aller à mi-chemin et vont essayer de se renseigner pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans mon dossier. Et puis d'autres vont essayer d'aller jusqu'au bout quand la mère de naissance a laissé un mot ou tout ça, pour voir est-ce qu'on peut aller jusqu'à la rencontrer. Donc ça, c'est chacun qui essaie de se construire par rapport à ses propres origines pour après peut-être fonder sa propre famille. Donc là, oui, il n'y a pas de réponse générale. Alors cette quête peut durer toute une vie d'ailleurs. Dans un de mes livres, là, Le bestiaire charnel, j'aborde aussi ces questions-là.
Et bon, voilà un extrait. Il mena une enquête épistolaire qui dura des mois pour retrouver la trace de celle dont il avait rêvé les retrouvailles pendant des années. Il partait le matin, sombre et taciturne, accompagné de son chien, un casse-croûte dans sa besace en direction d'Aguilar, où on le distinguait hiératique, assis au sommet du promontoire, les yeux perdus dans le nord lointain. Il revenait au crépuscule avec l'espoir secret d'un courrier qui donnerait du sens, apporterait un dénouement, mettrait fin aux investigations, à l'attente. Il médita des mois, triste et solitaire, puis on ne sut jamais ce qui le décida à plier bagage pour rejoindre la capitale. Il ne revint que bien longtemps après. On apprit qu'il avait fait carrière et beaucoup écrit. Certains assurèrent qu'il était journaliste dans un grand quotidien régional, d'autres plus doctement assurèrent que c'était pigiste. Alors justement, par quel canal Valère finira-t-il quand même par retrouver sa mère, alors qu'on sait que pour certaines personnes, ça a été une quête de toute une vie, et avec des fois des indices qui ne menaient à rien, ou des enquêtes qui reposaient sur du système D et puis qui finalement n'aboutissaient pas, ou alors qui aboutissaient mais au moment où la personne qu'on cherchait était déjà finalement décédée. Alors, là c'est fictif, hein, mais là aussi pas tant que ça. Avant d'imaginer ça, j'ai un petit peu enquêté, c'est-à-dire je me suis rapproché à la fois d'autres enfants, enfin maintenant qui ne sont plus enfants, mais d'autres adoptés, de parents adoptifs, et puis aussi de mères de naissance qui avaient repris contact, qui ont été contactés par leurs enfants biologiques. Et puis j'ai aussi contacté les services de l'enfance, de l'adoption du Conseil général. J'avais envie d'avoir une vue un peu d'ensemble de tout ça. Et donc je crois que là, dans le cas présent, Valère va pouvoir retrouver sa mère d'origine. Alors, je ne vais pas vous raconter comment ça se passe, mais il va le vivre de façon très différente par rapport à sa mère. Sa mère va le vivre d'une certaine façon, lui va le vivre autrement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il en avait vraiment besoin, puisque avant cette rencontre, il lui parle. En fait, le roman est sous forme de journal intime. Il l'appelle « Mère sans visage » et il va lui parler. Et je crois qu'il a besoin de ça. Il va la prendre à témoin. À chaque fois qu'il a quelque chose sur le cœur, il écrit. Et donc voilà, ça entretient un peu son imaginaire, et jusqu'à ce qu'il se décide à tout faire pour la rencontrer. Là, peut-être magie de l'histoire, il y a suffisamment d'éléments pour qu'il puisse la rencontrer, ce qui n'est pas toujours le cas dans les dossiers des enfants adoptés. Mais il va pouvoir la rencontrer, oui. Alors aujourd'hui se posent d'autres questions. Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que pour les enfants de la PMA, le problème du père qui est donneur de sperme, mais dont on ne connaît absolument pas l'identité, pose un problème aujourd'hui aux enfants nés grâce à l'insémination artificielle. Et ces enfants, aujourd'hui, réalisent qui peut être leur père à cause d'un parcours pathologique. C'est-à-dire ces enfants, de temps en temps, se retrouvent avec, par exemple, du diabète et se disent, bon, ça, comme ce n'était pas du côté de la famille de ma mère, ça doit être du côté du père donneur. Mais se pose aujourd'hui la question de savoir si oui ou non les papas donneurs de sperme vont accepter de donner leur identité, parce qu'on commence à avoir une nouvelle génération d'enfants qui ont une famille, mais qui par contre se retrouvent en face d'un certain nombre de caractéristiques personnelles ou généalogiques qui les renvoient à qui est vraiment sur le plan biologique celui qui a assuré la paternité. Ensuite se pose aussi la question des mères
toujours aujourd'hui, hein, de nos jours, réduite à la vente d'enfants. C'est ce qui s'est passé encore il n'y a pas si longtemps en Afghanistan, ce qui se passe toujours au Yémen, ce qui se passe également en Inde, dans des endroits très défavorisés, où on a comme ça des enfants qui vont ensuite dans les pays d'Arabie Saoudite. Et ces enfants adoptés sont quelquefois respectés, mais sont d'autres fois réduits à l'état d'esclaves ou victimes même, je dirais officielles, de pédophilie, passant par des mariages précoces, mais qui sont officialisés. Donc c'est toute une fragilisation là de l'enfance, un trafic, un système qui est mis en place. Et ça reste, si vous voulez, un problème parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas encore signé la Convention des droits de l'enfant et qui donc échappent à une enquête ou échappent à des problèmes de suivi. Hein, voilà. Donc, on parlait de législation pour aider les enfants adoptés à retrouver leurs parents biologiques. Encore faut-il que ce soit avec le consentement des parents biologiques. Mais là, j'essayais d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des parents biologiques qui savent très bien qu'ils le sont, mais qui, pour des raisons de conflit, des raisons économiques, sont obligés de confier leurs enfants à d'autres familles plus nantis et renvoie donc à une nouvelle forme de misère et à une nouvelle façon de se positionner dans le monde, quoi, de trouver vraiment quelle est sa vraie identité. Alors cette putain de quête, donc, elle continue, c'est ce que j'ai essayé de montrer, avec des signes forts hein, qui nous interrogent tous aujourd'hui. Le titre était volontairement provocateur, à la lumière des éclairages qui précèdent et qui nous accompagnent de nos jours. Je t'avais posé la question de cette couverture. Alors cette couverture avec un jeune homme dont on se demande si il a l'air accablé par le sort, s'il est penché comme le penseur de Rodin, ou si il est en train d'avoir un coup de pompe et donc plus ou moins de somnoler, quoi. Voilà. On ne sait pas trop. Alors, est-ce que ce jeune homme, justement, ça a été difficile de le choisir pour la couverture de ton livre, ou est-ce que tu as eu quelques hésitations ? Pas vraiment. Je ne sais pas, Métissa, si tu peux mettre les différentes couvertures qui avaient été proposées par l'éditeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que c'était quand même relativement triste, où certes, il y a de la violence, il y a de la souffrance dans ce parcours d'adoption, mais il y a aussi quand même autre chose, heureusement. Et donc, moi, j'ai plutôt opté pour la première que vous avez vue, là, qui est au centre, parce que au moins il y a une réflexion et on insiste plus sur le chemin que sur la difficulté du moment. Et puis, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que finalement, je ne sais pas si tu peux remettre en grand, ce qui était très troublant quand j'ai regardé cette photo, c'était que la personne qui est sur cette photo ressemble beaucoup à un de mes deux frères adoptifs. Il a eu cette période-là aussi, un peu blouson noir et cheveux longs. Et je le voyais tout à fait comme ça sur un quai de gare à une époque où il était dans la marine et où il voyageait beaucoup en train. Donc, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation en fait entre les différentes couvertures. Ça s'est imposé assez rapidement. En même temps, il y a
ça renvoie aussi à un certain isolement aussi, parce que sur ce quai, il est tout seul, enfin en tout cas sur la photo de ce quai, il est tout seul, et en même temps avec plusieurs voies possibles, effectivement, un horizon incertain. Elle peut renvoyer quand même à une grande solitude, cette couverture. Oui, et en même temps, ça peut être une réflexion vers quelque chose de positif, parce que c'est lui qui va choisir son chemin, quoi. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs rails, et c'est lui qui va choisir sa voie. Il n'y a personne qui va lui dire de prendre tel ou tel train, donc ouais, moi je l'ai vu plus comme quelque chose où c'est le carrefour de tous les possibles, finalement. Alors, on ne va pas tout vous raconter de ce livre, mais il y a quand même un message qui est très fort dans ce livre et une puissance d'interrogation qui est très intéressante. Moi, ça m'a renvoyé à un film qui s'appelle Sans toi ni loi, d'Agnès Varda, et dont certaines scènes d'ailleurs ont été filmées près de Saint-Onès, avec les fameux 2 cyprès de Saint-Onès, et puis autrefois des vignes qui étaient autour. Et il y a cette force-là, cette dynamique, cette violence, cette capacité d'insolence. Pour toi, les points forts du livre, les moments de bascule, est-ce que ça a été difficile à gérer, ou est-ce que tu les sentais de toute façon en toi et c'est passé? C'est difficile à dire, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui était en moi, donc parfois ce besoin d'écrire, ça pouvait arriver un peu n'importe quand, en journée ou même la nuit, où il y avait une idée qui venait et j'écrivais, et c'était quelque chose qui était en moi, et je pense que tant que ça n'aurait pas été publié, il aurait manqué quelque chose. Donc ça a été une forme d'aboutissement le jour de recevoir les cartons, d'ouvrir les cartons et de trouver le roman et de se dire bon, ça y est, ça existe vraiment, quoi, parce que jusque-là, c'était que dans ma tête. Est-ce qu'il y a eu des pattes doigts, c'est-à-dire des moments où tu t'es dit, bon, je choisis plutôt qu'il va faire ça, ou est-ce qu'il y a, au contraire, ça s'imposait qu'il allait le faire? Disons que j'ai aussi eu cette chance de rencontrer, bon, certes, on en parlera peut-être rapidement après, mais des éditeurs qui m'ont aiguillé, même si ce ne sont pas eux qui ont finalement publié, mais ils m'ont aiguillé, ils m'ont donné quand même quelques clés sur la forme, sur la nécessité d'une chronologie, de mettre un peu d'ordre dans tout ça, pour qu'il y ait quand même une suite un peu logique, parce que les idées venaient, mais de façon comme ça un peu désordonnée. Et je dirais que ce sont ces personnes-là, bienveillantes et extérieures à l'histoire, qui m'ont permis de prendre un peu de recul et de faire des choix d'orientation pour mon personnage. Est-ce que toi, ça t'a aidé à ancrer ton identité? Je sais pas trop. Ce qui est étonnant, c'est ça a été peut-être j'imaginais pas en fait les réactions que ça allait susciter. Je me souviens de ma mère qui a dit mais je pensais pas que ça te travaillait autant. Parce que bon, moi je suis pas d'une nature très, très expansive, donc c'était pas forcément quelque chose qui ressortait. Donc c'était quelque chose d'intérieur, et donc oui, d'une certaine manière, moi le fait de publier ça m'a délivré aussi, oui. Et puis c'est une des rares fois après où on a pu en parler, on a pu parler d'adoption avec un de mes 2 frères adoptifs qui est peut-être encore plus pudique que moi. Donc oui, ça a été relativement constructif. Et puis je sais pas si on peut juste montrer une image ou 2-3 images. Là, par exemple, c'est une rencontre à la mairie de Choucroute Village, en fait, Krauter-Gersheim, avec 2 de mes anciens profs de français, du collège et du lycée. J'aurais pas pensé vivre des moments comme ça. Donc c'est la magie
du roman, de pouvoir le présenter aussi à l'occasion de la fameuse fête de la choucroute. Et puis voilà, avec un de mes 2 frères adoptifs, Vincent, et ma mère, on a pu présenter le roman à l'occasion de cette fête. Et puis il y a eu d'autres moments. Bon, ouais, pas de doute, c'est bien la fête de la choucroute. Et il y avait juste l'article, si tu peux le montrer. Je sais que tu ne veux pas le montrer parce que tu es aussi sur la photo. Voilà. Ça a été un moment assez intéressant parce que je suis retourné dans mon ancien lycée présenter le roman. En fait, parce qu'une de mes anciennes profs de français, qui est là aussi sur la photo, en a parlé à une collègue qui l'a fait étudier à ses lycéens de première. Et du coup, comme ils avaient été obligés de le lire, ils avaient des questions très pointues ce jour-là. Et c'était un moment très particulier. Ouais. Alors, voilà, à un moment donné, quand même, le personnage principal, à force de parler de la mère et de lui faire endurer tout un tas de choses, finit par passer à l'acceptation que c'est plus la mère, c'est maman. Maman a pleuré de joie. C'était bien la première fois que je lui faisais cet effet. En un instant, l'illuminé de Calcutta était de retour. Elle voulait partir dans la seconde. Chez elle, l'amour n'est décidément pas une histoire de gêne. Maman, j'envie ta faculté d'aimer. Enfin, déjà, si j'arrêtais d'être une huître et de me fermer dès que quelqu'un veut m'approcher, ce serait pas mal. Ils sont pas nombreux, ceux qui s'acharnent à chercher la perle au fond de moi. Alors, on n'aura pas dit tout, mais enfin, ce maman-là, il prend une amplitude assez extraordinaire, surtout considérant tout ce par quoi le personnage l'a fait passer. Ce maman, on l'aura invoqué dans les pires circonstances, dans les cas graves, dans les tranchées, dans les hôpitaux, aux dernières extrémités. C'est le pouvoir, évidemment, souvent pour la personne de se recentrer, peut-être aussi de renvoyer à l'enfance, de se ressusciter, de se faire pardonner aussi, peut-être. Pour rappel, donc, la mère, c'est pas seulement la maman de notre existence depuis la naissance, c'est aussi, ça renvoie à la terre-mère, aux racines qui convoquent en nous l'humanité, les ressources. C'est souvent aussi, pour ceux qui croient, la mer divinisée qui nous renvoie au ciel. Pas seulement la perle d'ailleurs, mais aussi l'iris de la perle, le chatoiement. Donc ça nous renvoie aussi au sublime, au spirituel. Pour les croyants, bien sûr, à la Sainte Vierge et à l'Immaculée Conception dans la Sainte Vierge. Et ça, c'est intéressant aussi, cette histoire de conception immaculée, tellement pure, tellement limpide, que finalement, peut-être ça nous laverait de tous les questionnements. Donc, elle convoque en nous une féminité symbolique, et donc aussi une créativité, une nouveauté qui révèle nos talents et quelquefois nous invite à plus de douceur et de paix avec nous-mêmes. Est-ce que justement l'écriture, ça t'a servi des fois à materner quelque chose en toi qui était un peu dans des aspérités ou des reliefs douloureux? Oui, je pense que ça a contribué à soigner, à apaiser ces questions-là, où maintenant, je pense qu'en famille, on peut parler d'adoption de façon beaucoup plus apaisée, même si c'est pas devenu un sujet banal comme ça qu'on aborde tout le temps, mais on peut en parler de façon plus apaisée. Et puis, ça m'a apaisé moi, et j'ai l'impression que j'ai découvert en fait avec ce roman qu'il y avait pas mal de gens qui se sentaient concernés par ça. Donc, comme on ne parle pas, même des gens qu'on pense connaître assez facilement d'adoption, je me suis rendu compte que
dans les réactions de lectrices ou de lecteurs, ils m'ont dit bah, tiens, bah, je ne sais pas si tu savais, mais moi-même je suis mère d'un enfant adopté, etc. Bah, j'ai découvert des choses que je ne savais pas chez d'autres personnes, donc, et d'autres qui ont eu le sentiment en fait d'avoir été aussi adoptés d'une autre façon, même si c'est pas de cette façon-là. Donc le roman leur a parlé. Donc finalement, c'est peut-être un thème qui peut parler à différentes personnes et qui, j'espère, à la fin, apaise un peu. En tout cas, mon père, c'est une réaction qui m'a frappé aussi, a dit « Heureusement, ça se termine bien ». Parce qu'il avait en tête la réalité de notre famille qui n'a pas toujours été simple, et donc je crois qu'il était content que ça se termine bien. Est-ce que, Emmanuel, tu as d'autres projets, alors pour ce livre ou pour un autre? Autrement dit, est-ce qu'il y aura une suite à Ma putain de quête? On peut l'imaginer. Ou est-ce que si tu dois écrire un livre, ce sera sur un autre sujet qui n'a pas grand-chose à voir? Ça peut évoluer, mais à l'heure où on parle, je ne me vois pas écrire une suite, parce que j'ai le sentiment d'avoir été au bout de cette quête-là, en tout cas. Maintenant, Valère fait son chemin, et c'est très bien comme ça. Mais pourquoi pas écrire un autre roman sur un autre thème, mais pour ça, il faudrait ressentir le même besoin, la même, entre guillemets, inspiration, sentir vraiment que c'est quelque chose, mais peut-être cette fois-ci que ça sera quelque chose d'encore plus, que j'ai vécu moi-même, pas de me mettre dans la peau de quelqu'un. Mais je ne m'interdis pas ça, ou peut-être, comme je parlais de radio, peut-être ça se fera sous forme de podcast, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de projet précis, mais pourquoi pas. Alors, nous remercions notre auditoire d'avoir été aussi attentif et aussi avec nous. Enfin, moi, j'ai senti que vous étiez très présents avec nous. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et maintenant, je vais vous donner la parole parce que peut-être que tout ce que nous avons dit eh bien, a suscité en vous des questions. Peut-être qu'aussi vous avez eu l'impression qu'on oubliait des aspects et que vous avez envie d'en parler. Donc on vous laisse volontiers la parole si certains d'entre vous veulent intervenir. C'est avec plaisir. Je veux bien intervenir. Un problème tout à fait simple de film, n'est-ce pas? Oui, je vais m'avancer un petit peu. Vous avez montré les différentes photos pour choisir la couverture. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres titres que vous aviez en tête? Parce que moi, ça m'intrigue, surtout le mot putain. Je me suis posé la question comment je pourrais traduire ce titre en allemand, parce que je suis de langue maternelle allemande et je ne trouve aucune traduction possible. Et je me pose aussi la question, est-ce que pourquoi on utilise toujours des mots féminins quand on n'est pas content? Putain, salope, etc. Voilà. Donc j'avais envie de savoir s'il y avait d'autres titres auxquels vous avez pensé. Ok, je ne pense pas trahir un secret. Ce roman a failli s'appeler Adoption Renaissance. Pourquoi ça ne s'appelle pas comme ça? Là, par contre, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'avais fait la rencontre d'un éditeur qui, d'après ce qu'il me disait, avait eu un vrai coup de cœur pour le texte, étant lui-même concerné par la thématique. Et puis, on a travaillé ensemble, il m'a donné des conseils, on a retravaillé l'ouvrage. Et puis, il m'a dit, c'est exactement ce que j'attendais, c'est bon, le comité éditorial, c'est telle date, machin. Et tout était prêt, quoi. Et patatras,
Je reçois un message, pour une fois un long message de sa part, qui dit bon, bah écoute, j'ai pas été suivi par le reste du comité éditorial, on va pas pouvoir publier ton roman. Et donc là, je vous cache pas que ça a été assez compliqué à digérer, et ça a pris, je sais pas, 1 an, 2 ans après pour que je me remette à chercher des éditeurs, parce que je sentais qu'il fallait que ce soit publié pour que moi-même je tourne la page, entre guillemets. Et donc il fallait un nouveau titre, et le titre s'est un peu imposé de lui-même, parce que Valère est quelqu'un de, non seulement dans l'adolescence, donc il parle avec les mots de son âge, et puis il est dans une période très agitée, et donc c'est pas une douce quête, c'est vraiment une putain de quête. Donc il y a beaucoup de hauts et de bas, et parfois il tombe très bas, et il va parfois très loin dans la révolte. Mais je vous rassure, dans le choix des mots un peu corsés, les masculins en prennent aussi pour leur grade. Il y a aussi son journal intime dans l'extrait qu'on a vu, il lui dit bravo mon salaud. Enfin, c'est pas que l'argot n'est pas réservé au féminin dans ce roman. Donc, je sais pas si ça vous rassure, mais est-ce qu'il est question de pouvoir l'adapter au grand écran ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y a eu des réactions de lecteurs qui m'ont dit que c'était... On arrivait finalement à se représenter certaines images, certaines scènes. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire visuellement, de voir ce que ça pourrait donner. Et puis ce serait peut-être un vrai dépaysement, puisqu'il faudrait imaginer le tourner... puisque c'est un roman à mi-chemin entre la France et l'Afrique, il faudrait imaginer tourner des séquences sur les 2 continents, mais peut-être que ça pourrait être un projet intéressant. C'est une question annexe, on peut l'imaginer aussi au théâtre, pour faire vivre la truculence des dialogues. Oui, j'y avais pas pensé, le théâtre, pourquoi pas. Je pense que ça nécessitera quelques adaptations, forcément, comme pour le film, mais ça, pourquoi pas, effectivement, puisqu'il y a quand même pas mal de personnages qui ont chacun des caractères bien campés, et donc peut-être que ça donnera quelque chose d'original. Madame, vous souhaitiez intervenir ? Oui. Non, je passe un micro. Je trouve que l'évocation du roman est restée assez énigmatique finalement. On a du mal à s'imaginer ce qui a été raconté. Je pense que donc, le roman est centré quand même sur un personnage qui ressemble beaucoup à votre frère, à un des 2 frères, d'après ce que j'ai compris. Vous dites que vous avez été libéré de quelque chose quand le roman a été écrit, vous aviez besoin de l'écrire, mais libéré de quoi ? Est-ce que ce sont les souffrances qui ont lieu dans la famille, enfin qui sont nées dans la famille à cause du comportement de ce frère, voilà. Et j'ai une autre petite question. C'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de l'enfant qu'on n'attend plus, en fait, donc plutôt le vôtre, un roman qui serait centré sur vous. Alors peut-être est-ce le cas quand même. Je me demande un petit peu de quoi est faite cette histoire. Ok, merci. En fait, le personnage, Valère, c'est vraiment un mélange. Il a un mélange d'itinéraire et de caractère de mes 2 frères adoptifs et de moi. Donc il a un peu de nous 3. Maintenant, c'est vrai que vous n'êtes pas la première à dire ça, qu'on aurait pu le centrer uniquement du point de vue de l'enfant biologique, de comment il a vécu ça. Mais ça serait devenu quelque chose d'assez autobiographique où j'aurais, je pense, eu plus de mal à me libérer, puisque ça aurait été le jeu, et là, le fait d'avoir un roman, ça permet quand même de passer dans le monde imaginaire, de s'inspirer de ce qu'on a vécu pour aller essayer de le dépasser et aller vers l'imaginaire. Donc je crois que j'avais besoin de cette forme-là. Mais cela dit, vous avez raison, pour un prochain roman ou un prochain podcast, je me suis fait aussi cette réflexion de me dire,
j'aurais peut-être ce besoin-là de parler d'un truc que moi-même j'ai ressenti ou vécu. Là, par exemple, ce qui me vient, c'est un licenciement économique qu'on a vécu, qui a été particulièrement douloureux à vivre. Je pense que j'aurais matière à écrire quelque chose, mais si on se limite à ça, c'est pas... Voilà, c'est un peu désespérant. Donc il va falloir trouver une intrigue et trouver une façon de faire vivre tout ça. Mais le fait de l'avoir vécu moi-même, je pense que ça pourrait aider. Ouais. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Oui. Et sur ma question, libérée de quoi finalement? C'est quand même des difficultés relationnelles au sein de la famille, c'est ça quand même qui... Oui, alors... a suscité le roman? J'ai heureusement cette vision assez équilibrée, puisque j'ai eu 2 frères adoptifs. Un, le frère aîné, avec lequel ça s'est très mal passé, et ça se passe encore très mal aujourd'hui. Bon, pour la faire court, en résumé, ça fait à peu près 15 ans que je ne l'ai plus vu, et c'est beaucoup mieux comme ça pour tout le monde, parce qu'il était devenu un danger pour lui-même et pour les autres. Et heureusement, j'ai un autre frère adoptif avec lequel ça se passe beaucoup mieux, et à chaque fois qu'on part en Alsace, on le voit, et ça se passe très bien, et on est frères. Et moi, je ne sais pas, quand les gens me disent frère adoptif, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un frère. Donc pour moi, c'est mon frère. Voilà. Donc oui, par rapport à l'aîné, certainement, il y a eu besoin de se délivrer de tout ça et d'aller dans l'imaginaire. Deux réceptions du livre différentes des 2 frères. Oui, alors pour l'aîné, je ne saurais, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire ce qu'il en a pensé. Je sais qu'à un moment où il y avait eu un projet d'émission de télévision, les producteurs de l'émission l'ont contacté lui, et il n'a pas donné son accord. Bon, est-ce qu'il avait lu le livre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on n'a pas été en contact depuis près de 15 ans, je ne pourrais pas vous donner son retour, mais pour l'autre frère, oui, c'était la réaction dont je parlais tout à l'heure, où il a dit, bon, ben, là, je t'ai reconnu, c'est vraiment toi. Donc, on a pu quand même aussi un peu aborder ces questions-là de l'adoption. Pourquoi lui-même n'a jamais ressenti ce besoin de rencontrer sa mère d'origine. Voilà, donc grâce au roman, on a pu un petit peu aborder quand même ce... Donc une relation positive qui a fait évoluer votre relation? Le roman, je dirais, a libéré un peu la parole dans notre relation avec mon 2e frère adoptif. Ça reste impudique, hein, mais on a pu quand même parler un peu plus de ce sujet-là. Vos parents se sont sentis, comment dire, mis à nu, ou au contraire, enfin considérés pour tout ce qu'ils avaient dû endurer? Peut-être un peu des deux, mais là aussi c'est sans doute pour ça que j'ai choisi la forme du roman, c'est que je ne voulais pas non plus les exposer et que ce soit trop exactement le réel de ce qui s'est passé dans notre famille, parce que ça les engageait aussi. Donc voilà, les parents adoptifs dans le roman ont des personnalités différentes de celles de mes parents. Il y a quand même eu des parcours, des difficultés pour adopter qui ont des similitudes avec ce qu'eux-mêmes ont vécu. Mais oui, je pense que je me suis un peu éloigné de la réalité pour les préserver. Et après, ils ont quand même été soulagés d'avoir été en quelque sorte représentés et entendus dans ce qu'ils avaient vécu, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que est-ce que vous avez dû faire, par exemple, une thérapie ou du moins lire, par exemple, de la psychanalyse pour écrire ce roman, ou c'est par un autre cheminement que l'idée vous est vraiment venue? Je dirais que l'écriture a été ma thérapie, en fait. C'est ce qui m'a permis de passer ce stade-là. Ça peut sembler d'une grande banalité, mais pour moi, mon grand frère, c'était le modèle. Donc, il
a 6 ans de plus. Et je l'idéalisais beaucoup. Donc effectivement, quand le modèle que vous avez part en cacahuète, c'est compliqué, quoi. C'est comme si tout s'effondrait. Et en quelque sorte, vous êtes obligé finalement de choisir votre camp. Est-ce que vous restez du côté de ce frère qui bascule? Est-ce que vous allez du côté de vos parents? Ça a été compliqué à vivre, mais voilà, j'ai pu m'en sortir sans trop de difficultés, heureusement, parce que mon autre frère était là, mes parents étaient bienveillants, et puis voilà, après il y a eu ce projet d'écriture qui m'a aussi construit, donc il n'y a pas eu besoin de psy. Mais on ne sait jamais. D'autres interventions? Alors, je vous annonce quand même que pour le 25 mai, nous rencontrerons aux prochaines rencontres du Fauteuil Rouge, donc Arnaud Grana, qui est un jeune réalisateur. Donc, ce sera plutôt cette fois-ci un café-cinéma. Il viendra nous présenter ses 2 premières réalisations. L'une s'appelle Au temps du désert, ça a été tourné dans les Cévennes. L'autre s'appelle Les naufragés. Alors c'est l'histoire de 2 officiers, un Allemand et un Français, qui se rencontrent pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, alors, les naufragés, hein, donc je ne vous dévoile pas trop dans quel contexte. Et vous verrez, il ne s'épargne pas, il aime l'histoire et il la questionne. Voilà, donc ça sera le prochain rendez-vous du Fauteuil Rouge du mois de mai. Bien sûr, Emmanuel reste avec nous, est prêt à dédicacer ses livres pour ceux qui souhaiteraient acheter Ma putain de quête et découvrir donc tous les aspects de ce fameux Valère. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter aussi une bonne fin d'après-midi et un bon week-end en vous remerciant pour votre attention et puis pour vos interventions. À une prochaine fois. Merci. Merci à vous. Et merci à l'équipe de production donc, qui nous permettra de retrouver ce film sur YouTube. C'est là où on met l'adresse mail? Oui. C'est le livre d'or. Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. Voilà, je vais vous prendre un livre parce que vous nous avez vraiment donné envie de le lire. Et surtout pour vérifier aussi, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de reproches de ce grand frère vis-à-vis de sa mère adoptive. Parce qu'il n'y avait que des extraits qui s'adressaient à la mère. Oui, il s'en prend aussi à son père, mais bon. Oui, non, rassurez. Chacun en prend pour son grade. Une question. La façon dont l'adoption a été dévoilée à vous dans la vraie vie et dans le livre aux autres, ça a été à quel âge et de quelle façon, ou c'était juste... Ah, ils l'ont toujours su. Dans notre famille, oui, mes 2 frères ont toujours su qu'ils avaient été adoptés. Donc et jeune. Très jeunes. Et pour l'anecdote, je me souviens que chez nous, au moment quand on était gamin, au moment des prières, on prie pour les 2 papas et les 2 mamans, etc. Et moi, tout petit, je ne comprenais pas. Je dis, moi aussi, j'ai 2. C'est intéressant ça. Et les 2 autres me disaient, non, toi, tu as juste un papa et une maman. Et dans le livre, ça c'est dit ou... Oui, non, là, dans le livre aussi, Valère le sait très tôt qu'il est adopté, mais c'est pas ça qui l'apaise, il va quand même être assez révolté. Merci beaucoup. Donc, j'aurai un exemplaire dédicacé. Oui, si vous voulez. Oui, je veux bien. Je le mets à quel nom alors? On va mettre mon prénom, Sylvia, mais avec un I et non pas avec un Y. D'accord. Écrivez au crayon d'abord. Merci. Ahmed. Ah bon? Vraiment, voilà l'insolence de l'adolescence. C'est vrai. Et à Métissa, tu réfléchis comment traduire le titre.
Très bien. J'ai un chèque parce que Ah, d'accord, la carte, ok. non, vous ne prenez pas la carte. Non, non. Et puis je n'ai pas assez d'espèces. Voilà. D'accord. Donc je vous fais un chèque, ça vous va? Oui, oui, c'est très D'accord, gentil. Très bien. Vous voulez un stylo? Oui, je veux bien. Donc, oui, 18, 18, c'est c'est ça. On est le 22. Oui, le 22. c'est ça. 3. Ça va? Ça va bien. Voilà. Je suis là. Merci. Oui. Je vous laisse. Merci beaucoup. L'ordre. D'accord. C'est très gentil. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, peut-être à bientôt. Entendu. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. Merci beaucoup. Ah bah écoute, si j'avais pu, j'avais promis, mais finalement, j'ai remis à demain le voyage. Ah, ok. D'accord. Voilà. Tu veux aussi un Ah bah petit... oui. Oui. Dis donc, il y a une chose dont tu n'as pas parlé, Oui. j'imagine, mais je ne l'ai pas lu, alors je ne veux pas l'affirmer. C'est maintenant toute la démarche qu'il y a sur MyHeritage. Tu sais, c'est ce système qui a été mis en place par les Américains qui fait que chacun peut faire analyser son ADN. Et à ce moment-là, comme c'est mondial, ils peuvent retrouver, tu as le droit de rester anonyme, ils peuvent retrouver tes origines géographiques, c'est-à-dire, ils peuvent te dire si tu as du sang mongol ou si tu as du sang, etc. Et ils peuvent aussi retrouver ta proximité familiale, avec une très grande précision. Et le pourcentage de gènes en commun avec... Oui, mais voilà. c'est pas seulement ça. Si tu as un demi-frère, par exemple, Oui, c'est ça. alors si à condition que le demi-frère ait fait analyser sa propre ADN. C'est ça. Mais ça arrive assez souvent. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'aide à la quête, si tu veux, qui est apportée par ce système, qui est à la fois magique et en même temps très pervers. C'est ça. Et bon, là, je t'avoue que c'est pas une démarche journalistique d'enquête, mais il y a un moment quand même où on parle de de certains qui sont obligés de devenir des apprentis détectives, et voilà, C'est dont tu as parlé tout à l'heure. pour trouver eux-mêmes leurs réponses. Ouais, mais si c'est pas encadré, oui, comme tu dis, c'est à double tranchant. Je me demande si ça n'occasionne pas plus de dégâts, ce système scientifique de recherche, plutôt que la longue quête qui consiste à rechercher sa filiation. Voilà. Après, les psychanalystes disent souvent, certains psychanalystes disent souvent, on est les parents des enfants qu'on aime. Tu vois, c'est une démarche très différente. Bon, ben on aura l'occasion. Oui, oui, bien sûr, ça marche. Le problème, c'est que j'ai pas de madame. Ah, Peut-être aller en faire à côté au bistrot. et sur 50, Je me rends compte que j'avais pas de monnaie du tout. Ahmed, tu peux regarder dans le porte-monnaie, s'il te plaît? Peut-être que je peux Sinon, avoir. je peux demander au bistrot à côté. Là. J'imagine qu'ils auront un peu. Bien que tout le monde paye en carte maintenant. Ah, formidable. C'est bon? Ouais, là il y a 32. Formidable. Hop, merci beaucoup. En fait, il est sorti quand? 2018. Hein? 2018.
C'est maintenant une vieille histoire, mais c'est Martine qui m'a proposé de venir en parler, même s'il ne vient pas d'être publié. Donc, je pensais plus, tu vois. Ça n'a pas été les meilleures années de diffusion. Hein, ah non, c'était juste avant, mais c'était bon. Après, oui, ça a été bien. Merci. Merci à toi. Je vais me sauver. Ok. Et oui, cette histoire. Ah oui, c'est pas... Elle vient de l'apprendre. Oui, elle a fait une embolie. Donc, comme elle se portait bien, elle n'avait pas de signe particulier prémonitoire. Donc, ils ont cherché pourquoi elle avait fait cette embolie et ils ont découvert qu'elle avait un cancer à un stade avancé qui était silencieux. Donc voilà, il n'y a pas de issue possible ni de traitement. Non, c'est vraiment... Ouais, il y avait des traitements de confort. C'est pas opérable. Bon, elle a l'air de tenir le coup normalement, mais c'est pas facile pour elle ni pour son entourage. Voilà. Ok. Ben, courage à elle en tout cas. Ouais. Bon.